You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 15e épisode de la 4e saison de Cold Facts. Un épisode un petit peu spécial. On va commencer avec l'équipe de Suisse qui joue un tournoi triangulaire finalement à cause du Covid et de l'absence de la Norvège contre la Lettonie et la Slovaquie. On va un petit peu regarder le roster et voir ce qu'on en pense. On enchaîne ensuite avec Genève. Pourquoi ? Parce que Robert Mayer a signé pour 2 ans à partir de la saison prochaine. On enchaîne avec Ajoie qui connaît pas mal de soucis et on va se demander si certaines signatures comme Patrick, comme Gerber n'auraient pas été intéressantes du côté d'Ajoie. On enchaîne avec pas les romans mais une partie alémanique puisqu'on n'en a pas assez parlé cette saison. On va faire un focus sur Rapperswil, sur Zurich et sur Berne. Et puis on termine avec un package et les 3 clubs romans restants, Fribourg, Lausanne et Bienne. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va ? C'était difficile le mardi soir quand il y a la finale de Koh-Lanta. Je sais que tu regardes pas, mais Je sais pas de quoi on parle. il y a un truc pas possible. Ils n'ont pas accordé la victoire parce qu'il y avait eu des triches pour des pains au chocolat. Un truc incroyable qui s'est passé. Donc ça m'a secoué. Je pense que tu le ressens. C'est un nouveau challenge de commencer par un truc complètement à côté. Après les Steelers la semaine passée, Koh-Lanta maintenant, c'est quoi la semaine prochaine ? Ah, je sais pas, on verra. Mais là, parce que ça, je me dis, c'est pour un peu te perturber, tu vois. Sinon, toi, ça va ? Ça va très bien, à part qu'il n'y a pas de match le mardi soir. Et ça perturbe. C'est pas tes histoires de télé-réalité. Pas de match le mardi soir, on est tout perdu, on sait pas quoi faire de nous-mêmes, mais bon, on s'en sort. C'est normal parce qu'ils se préparent, en fait, pour le challenge à Viège. Avec KKU. Ça a été compliqué. Il devait y avoir la Russie B ou C, il devait y avoir la Norvège, puis finalement, on se retrouve avec la Slovaquie et la Lettonie. Heureusement que ces pays ont pu venir à Viège. Heureusement qu'ils ont pu jouer un match mercredi soir, justement, pour pouvoir permettre d'avoir 2 matchs pour chaque équipe, parce que c'était pas gagné quand la Norvège a annoncé qu'elle ne pouvait pas venir, parce que c'est dans le pays, je sais pas si c'est un lockdown ou en tout cas c'est un gros problème. Voilà, il y a des restrictions de voyage et donc leur avion. Enfin, tu peux pas mettre des restrictions de voyage puis dire alors à part les 25 gugus qui vont faire des matchs de hockey en Suisse. Enfin, je comprends complètement l'exemple. Disons c'est pas une urgence vitale d'aller en Suisse jouer des matchs. De hockey, je comprends complètement. Et on peut même réfléchir plus loin. Est-ce que vraiment un tournoi international est à sa place en ce moment, quand on voit la situation sanitaire, quand on voit l'augmentation des cas un peu partout, avec des incidences qui sont très élevées ? Est-ce que vraiment... Alors après, on peut même débattre encore plus loin. Est-ce que les Jeux Olympiques, dans cette situation, c'est vraiment... Mais là, on n'est pas là pour ça. Mais moi, je me questionne quand même. Est-ce qu'on n'aurait pas dû profiter de l'occasion et puis dire... Bon, en fait, on fait... un rassemblement, mais... On fait un rassemblement, peut-être même qu'on double l'effectif, on prend plus de joueurs, puis on fait 2 équipes, équipe A, Suisse A, Suisse B, puis on fait un match interne, 2 matchs internes même, vu que les infrastructures étaient prêtes à Viège. Ou alors, je sais pas, tu me diras, c'est toujours facile de dire il y avait qu'à, et je dis pas que c'était facile, mais de mettre sur pied une équipe d'importer du championnat de Suisse, j'en sais vraiment rien. Avec le Team Canada qui va se préparer pour la Coupe Spengler, est-ce que tu peux pas déjà faire quelque chose dans ce goût-là ? Yaka, je suis conscient, Yaka, c'est vraiment plus compliqué que ça. Et peut-être c'était la seule solution, c'était soit ça, soit rien, c'est possible aussi. Je pense qu'ils avaient déjà vendu les billets. Enfin, il y avait tout un truc. D'ailleurs, le match de mercredi, il se fait sans spectateurs, en fait. On a reçu un truc comme quoi la presse, si on voulait aller, on devait s'annoncer. Oui. Mais que ce match Lettonie-Slovaquie était disputé à huis clos, en gros. Comme ça pose pas de problème. De toute façon, ils n'avaient pas le temps d'émettre des billets. Puis qui, dans le Haut-Valais, faut vraiment être... je vais pas dire... C'est malvenu par rapport aux 2 équipes, parce que c'est sans doute des équipes qui sont très intéressantes à voir. Mais alors qu'un mercredi soir, comme ça, de vouloir aller absolument voir Lettonie-Slovaquie en match de préparation en décembre. Donc, voilà. Ouais, je comprends l'idée. Dans la situation, je viens d'en parler, là aussi, on pourrait se dire, est-ce que vraiment il faut réunir des gens pour un Lettonie-Slovaquie un mercredi soir, et vraiment sans être dépréciatif pour ces 2 équipes ? Je comprends la logique là derrière. Et tu disais de 2 équipes, le problème c'est qu'effectivement Davos, tu l'as dit, la Coupe Spengler, c'est impossible. Ils sont beaucoup trop cramés après. Déjà qu'en plus les Davosiens, alors là, vive clean, ils se foutent de leur gueule, clairement. Parce qu'eux, ils ont 4 matchs en 4 sur 5, comme Ajoie, comme Berne. Il y a comme Genève. Équipes. Voilà. Non, c'est sympa comme 4 matchs en 5 jours, après tu fais Noël, puis t'as à peine digéré la bûche que tu envoies la Coupe Spengler, quoi. En gros,
le 23, tu joues. 24-25, effectivement, bah, là, tu joues pas. Puis ça recommence déjà le 26, la Coupe Spengler. Donc, ouais, c'est un peu hardcore pour eux. Maintenant, ils le savaient. Ambry Piotte a aussi invité. Donc, effectivement, ce sera assez chaud pour eux. Eux n'ont pas autant de matchs. C'est pour ça que c'est moins problématique juste avant Noël. Mais si on reprend cette équipe de Suisse, alors, on va dire que quand tu parles de Pékin en mettant des gros doutes, la NHL, vu comme ça part... Il y a eu un call entre, je ne sais pas si c'est sorti dans les médias ou pas, mais j'ai appris hier qu'il y a eu un call entre la NHLPA, donc l'association des joueurs de NHL, avec Gary Bettman, en fait, pour parler de cette situation-là. Ouais. Et je sais pas, j'ai pas trop lu les médias nord-américains. Toi, t'es un peu plus... ça s'est sorti ou pas forcément? Ça, c'était sorti déjà il y a un Non, bon alors moment. hier ou avant-hier, ils ont refait un call à ce sujet. C'est en train de... En fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans l'acceptation du fait que les joueurs de NHL ne seront pas présents à Pékin. Et là, on est à l'étape d'après. On commence à se dire, il y a pas mal de joueurs qui sont en protocole Covid en NHL maintenant. C'est en train de grossir. Il y a des matchs qui ont été annulés. Il y a des matchs qui vont être annulés. On va se dire, mais vraiment, on est sûr d'avoir 3 semaines off là, ou est-ce qu'on va pas justement en profiter pour un tout petit peu replacer ces matchs et peut-être un peu détendre le calendrier aussi. Si on a un doute sur un match ou l'autre, on sait qu'on a du mou. On peut peut-être anticiper les matchs d'après Jeux Olympiques pour là aussi un peu détendre le calendrier sur la fin. Si je dois mettre mon argent quelque part, les joueurs de NHL ne seront pas présents, ce qui rend les 2 matchs de l'équipe de Suisse à Liège d'autant plus intéressants finalement. Si les Jeux Olympiques ont lieu, mais là on a l'impression que, alors à moins que vraiment ce soit un immense, ça pète en Chine et tout, ça a l'air d'être sur les bons rails, mais on va partir du principe que c'est sur les bons rails, et Berra-Genoni, facile, les 2 gardiens, on sait qu'il y aura un match chacun. Ouais. Donc, est-ce que Patrick Fischer a besoin de ces matchs pour se convaincre? Non, donc on va passer rapidement. Non, mais comme on a dit aussi, il y avait eu ces matchs en Allemagne, au mois de novembre, et il avait dit qu'il prenait 2 équipes, puis qu'il répartissait un peu les forces pour justement avoir, en gros, 2 équipes à piocher dedans et se laisser surprendre par un truc qui peut-être lui sautait pas aux yeux. Ouais. Mais à part ça, donc en défense, Gehring, Glauser, Eldner, Kreis, si on prend ces 4-là, est-ce que, à part Gehring, tu vois un joueur qui éventuellement... après, c'est de nouveau, s'il n'y a pas la NHL... S'il n'y a pas la NHL, clairement, moi je verrais entre Gehring et Leffel, je pense que c'est les 2 que je peux imaginer partir. Parce qu'après, il y a encore Lecoultre, Leffel, Marty et Dave Souter, effectivement. Et ouais, Gehring et Leffel peuvent être de la partie. Et je dirais même sans les joueurs de NHL, tu peux peut-être rajouter un Marty à la limite parce qu'il apporte quelque chose. Glauser est encore un peu frêle, disons. Eldner, pourquoi pas dans un rôle défensif, mais là c'est quand même, tu vas chercher un petit peu loin. Je pense que Gehring et Leffel. Je suis aussi assez d'accord avec toi. On sait que Dave Souter avait fait partie de l'équipe de Copenhague, mais il avait pas joué, mais il était présent quand il jouait, je crois, bien avant de partir à Zurich, si je dis pas de bêtises, ou alors il était déjà à Zurich, bref. Eldner a un championnat du monde en Lettonie cette année, donc voilà. Et puis après en attaque, Berchi, Haas, Hollenstein, Malgin, Motet, Muller, Praplan-Ria, Chervet, Senteler, Walzer, Tsender. On sait que Chervet, Haas, Berchi, pour moi en tout cas, c'est 3 que je mets assurément. Oui. Après, c'est plus difficile, je trouve. Ria a déjà eu... il était aussi allé en 2018. Ouais. Motet était cette année. Denis Hollenstein, j'ai l'impression... Tu sais, que c'est un peu le gars, on le prend parce qu'il est bon dans le championnat de Suisse, mais... J'ai l'impression qu'il est un peu en équipe de Suisse. Il est pas dominant dans les 2 premières lignes et puis il t'amène pas grand chose en ligne peut-être un peu plus défensive. Là où peut-être justement un Tristan Chervet, voilà, on n'a pas besoin de rappeler l'importance d'un gars comme ça. Il peut pas être en concurrence avec Hollenstein sur un poste sur ce qu'il apporte au niveau international. Moi je prends Malgin avant Hollenstein, disons. Complètement. Et puis alors là, effectivement, sans la NHL, Malgin devient intéressant parce qu'on a un centre qui est créatif. Je trouve que ça a complètement sa place. J'étais plus circonspect en rajoutant Pius Souter, Kourachev et Nico Hischier.
Parce que je me disais que là, alors Malguin, pour le coup, sur une 4e ligne qui doit être un peu défensif, ça devenait compliqué de lutter contre la première ou la 2e ligne adverse. Complètement. Donc, Puis après les autres, ben voilà, comme on dit chaque fois, il y a des jeunes qui viennent un peu humer l'ère internationale. Zender, c'est super de l'avoir à cet endroit. Müller aussi, finalement, c'est pas un tout jeune, mais je veux dire, c'est pas un joueur rompu à l'équipe nationale. Puis ben voilà, hein, Kylian Motet a quelque chose à prouver. Valzer a un championnat du monde, sauf erreur, lorsqu'il était à Davos. Mhm. Il, Un était, ou deux, je dirais. il était déjà présent à Krefeld, lui, si je me rappelle bien. Pas chez Bleu. Et du coup, ben, il est bien apprécié, mais bon, là aussi, alors, si on a la NHL, on n'en parle pas. Faut être sérieux, faut pas perdre du temps. Par contre, si la NHL n'est pas là, est-ce que tu dis, bon, c'est un grand bonhomme qui est capable de jouer physiquement, qui est capable de jouer sur une 4e ligne pour le coup, et là, tu as ton centre de 4e ligne qui peut être très défensif, qui peut aller affronter une bonne ligne adverse, parce que c'est quand même un peu son rôle avec Fribourg. Ou, sachant que tu en as 14, peut-être d'attaquants, bah, tu le prends parce que si jamais tu as un centre qui pète, tu te dis qu'il peut peut-être t'amener quelque chose. C'est aussi pas forcément titulaire, mais dans le groupe, on va dire. Mais ça devient difficile de justifier quand même, je pense, de l'avoir. Par contre, ben, il est récompensé. J'aurais bien aimé voir Mauro Jörg, vu qu'on est sur cette ligne-là avec les Fribourgeois, mais il s'est fait secouer par Mike Künzle. Pas d'enquête ouverte, on rappelle. Je sais pas. Moi, il y a des fois où je me dis, je suis pas en train de dire qu'il aurait fallu le pendre, Mike Künzle. Par contre, je me dis, des fois, il faut peut-être juste ouvrir une enquête, puis après arriver à la conclusion qu'il n'y a pas de sanctions supplémentaires après l'enquête. Mais montrer quand même, attention, on ne peut pas tout faire sur une glace. Là, en l'occurrence, c'est comme Gaëtan Haas, finalement. Gaëtan Haas qui punaise de Mernes avec un coude un petit peu haut. Mm-hmm. J'aimerais bien que derrière, on dise, on a ouvert une enquête. Les images à disposition ne nous permettent pas de prendre une sanction claire, mais on a bien regardé. Là, on a l'impression qu'il y a une sorte d'impunité, c'est un tout petit peu désagréable. Du coup, Mauro Jörg n'est pas présent. On y reviendra un petit peu plus tard quand on parlera de Fribourg. Et puis, ce que je trouve juste assez amusant, finalement, dans cette histoire, c'est que si la NHL vient pas, bon, on va disputer ces Jeux Olympiques sur des glaces NHL. Oui. Donc, en fait, on va mettre des gars qui ont l'habitude de jouer sur des surfaces européennes, donc qui sont plus larges. Et on avait fait ça parce que c'était la NHL qui avait décidé, en gros, qui écoutez, si on vient, c'est sur des glaces comme ça, parce qu'il y a plus de spectacles, parce qu'il y a plus d'impact. Et puis, on rappelle qu'ils veulent aussi vendre le hockey en Chine. Oui. Hein, parce que quand on a 1,2 milliard de personnes, ne serait-ce que 10% de ces gens qu'on pourrait vaguement intéresser, et je suis même 5%, ça fait 60 millions de personnes. Donc, ça fait des audiences plus grandes que ce qu'il y a aux États-Unis et au Canada, même réunis. En fait, c'est des fois, il faut juste se dire ça. C'est que c'est des marchés. Pourquoi le marché est intéressant ? Parce que même une infime partie de ça, ça donne un truc pas possible. On commence. Ce sera peut-être plus court sur les romans parce qu'on a envie de faire sur les alémaniques aussi un petit peu plus aujourd'hui. Genève, on a appris là aussi parfait timing. Merci Genève, merci Davos de sortir les informations quand au bon moment. Exactement. Donc Robert Mayer, c'était dans l'air, on va dire, dès la saison prochaine, pour 2 saisons, retourne à Genève, plus sous contrat avec Davos. Donc, ça ne résout pas les problèmes de gardien actuels de Genève, mais au moins, la question du deuxième gardien, ou en tout cas du duo de gardiens assez solide, ne se posera plus à Genève, normalement, la saison prochaine. Exactement, et je pense que finalement, la leçon a été apprise du côté de Genève, que c'est de plus en plus difficile de compter sur un seul gardien. Ce qui était le cas à une époque où il y avait 44, 48 matchs, tu peux compter sur un seul gardien. 52 maintenant, ça fait encore ça de plus de travail dans les pattes d'un gardien. Gauthier Desclous n'est pas le gardien le plus solide physiquement de la ligue. Moi, c'est plutôt ça, parce que je te trouve presque un peu, pas méchant, hein, mais finalement, ils ont essayé de se dire qu'avec un Charlin, ça pouvait peut-être passer. Puis c'est finalement là où ils se sont pris le retour de bâton. Absolument. Mais à la base, moi, je trouve que c'est un peu... Et c'est pas ce que tu fais, hein, mais certains qui vont critiquer en disant « Ah, ils avaient qu'à faire comme ça ». Moi, je comprends que tu as envie de donner le poste de deuxième gardien à un jeune. Eh ben, fine, quoi. C'est hyper cool.
Non, je suis d'accord avec toi. Bon, d'ailleurs, on en parlait à ce micro, le révisionnisme sur Daniel Manzato, qui aurait dû être la solution à tous les maux de Genève Servette. Enfin, au bout d'un moment, faut quand même aussi un peu pas partir dans le révisionnisme et dire il y avait qu'à faire ça. Non, Manzato, il avait une option, on en a déjà parlé, mais du coup, c'est pas perdu d'en reparler. Il avait une option au 31 novembre, je crois, l'année passée. À ce moment-là, honnêtement, on va même faire dans l'autre sens. Si au 31 novembre ou 30 novembre, ou bref, fin novembre 2020, Genève Servette annonce la prolongation de Daniel Manzato, moi je peux imaginer que ça gueule. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, il est pas bon. À ce moment-là, il perd les matchs. Et chaque fois qu'il va devant le filet, ça tremble dans les tribunes. Les fans de Genève le rappellent assez régulièrement depuis. Donc c'est quand même preuve que tout le monde n'est pas en train de dire que c'était lui la solution à tout. Mais après, il fait une superbe fin de saison. Mais à un moment, il faut prendre une décision avec les informations qu'on a à un moment donné, au moment donné, à l'instant T. Et à l'instant T, la bonne décision, c'était de ne pas garder Manzato. Par contre, est-ce que la bonne décision, c'était de faire confiance à Charlin ? Ça, à ce moment-là, nous, on ne peut pas juger. On ne sait pas quel était son développement et qu'est-ce qu'ils imaginaient pour lui 12 mois après. Est-ce que durant l'été, ils étaient convaincus que Charlin était un bon numéro 2 ? Je ne suis pas sûr. Et là, il aurait peut-être encore été temps de réagir, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ils ne l'ont pas fait. C'est plutôt ça le souci, c'est pas Manzato le problème. D'ailleurs, il y a une question aussi qui nous revient, c'est sur la préparation physique de Genève. Et j'avoue que je suis un peu partagé, parce que je n'ose pas trop critiquer. Le fait est qu'il y a beaucoup de blessés. Et souvent, effectivement, ce n'est pas forcément des blessures dues au jeu. On va dire, des fois, c'est des mecs qui se blessent tout seuls. Alors, Temernes qui se fait commotionner, finalement, il n'a pas manqué de match. Mais ça, c'est OK, c'est une blessure en match. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux dire à Noah Rod qui se fait péter la main par Exactement. un puck, Mais effectivement, il y a peut-être des lésions musculaires, mais... Le truc, c'est qu'il y a eu un changement de préparateur physique. Si tu as le même préparateur physique qui, depuis 15 ans, puis que ça fait 15 ans que tu as l'infirmerie la plus remplie année après année, je pense que la question, elle doit se poser. En l'état, vu qu'il y a eu un changement de préparateur dans les dernières années, je ne mettrai pas la faute là-dessus. Est-ce que ça veut dire qu'ils font tout juste ? Non, j'ai pas cette prétention-là, mais moi, j'ai pas l'impression qu'à l'interne, ils pensent avoir un problème au niveau de la préparation physique. Quand on voit que Lecoultre Trecarère au début de saison n'était pas là aussi, ça n'avait rien à voir avec la préparation. C'était des blessures qui traînaient. Comme aussi Richard qui a dû se faire opérer. Exactement. Donc, qui traînaient depuis la saison dernière. C'est pas simple non plus. Je trouve que là... On est passé un peu comme chat sur braise sur Robert Mayer, mais finalement, on n'en a pas beaucoup parlé quand même. Se rendre compte que dès la saison prochaine, le duo de gardiens, ça va être Gauthier Desclous, Robert Mayer. Et mine de rien, Mayer fait de bons matchs depuis qu'il joue à nouveau. Après avoir une saison compliquée du côté de Davos, statistiquement, il n'est pas ultra dominant, mais il joue à Langnau, c'est pas facile non plus, mais il a fait 2-3 très bonnes sorties. Et il a fait aussi 2-3 très mauvaises sorties hors de son but, mais ça... J'y ai pas pensé, mais effectivement, c'est une très bonne remarque de ta part. Mais avec les deux là, tu peux te dire que ta base arrière, elle est vraiment solide. Je sais que Robert Mayer voulait retourner à Genève. C'était vraiment un secret de polichinelle autour du club. Après, au bout d'un moment, Robert Mayer voulait aussi aller à Davos parce qu'il était des Grisons, je crois qu'il est près de Coire et tout. Puis après, oui, mais alors Robert Mayer veut retourner à Genève parce que sa femme est... bon, à un moment, ça devient un peu... faut qu'il choisisse, le garçon. Ouais, je crois que là, il a choisi. Il a signé pour 2 ans, du coup, pour les 2 prochaines saisons avec Genève. L'aventure davosienne s'est vraiment pas bien passée. Il y a eu pas mal de choses qui se sont mal passées pour lui, finalement. Déjà, il n'a pas été bon. Ça commence par là. La saison passée, il n'était pas terrible. Gilles qui revient en Amérique du Nord et qui revient à Davos. Yann Alsen, il se dit quoi ? Il se dit, Sen revient. En plus, on a Mayer qui est pas dominant. Tant pis, je prends Gilles et Schliemann. Les deux, ils sont super bons. Puis Mayer, on réglera ça à un moment ou un autre. Le moment, c'était maintenant. Mais pour lui, c'était clair qu'il ne rejouerait pas cette saison avec Davos. Puis il pouvait se bagarrer aussi, les trois, finalement. Puis dire, on choisit les deux meilleurs, finalement. Ça n'a jamais été une option. Ok. Non, ça n'a jamais été une option. Il y a Robert Mayer, ça a été directement clair qu'il n'entrait pas dans la concurrence avec déjà Gilsen qui est en Amérique du Nord et à qui on a confié le filet, et Schliemann en qui il croyait beaucoup du côté de Davos. Et a raison, il fait vraiment il est super bon. Et le duo là est excellent, donc ça donne complètement raison à Yann Alston. D'ailleurs, ça m'a surpris parce que je regardais Sandro Schliemann, je l'imaginais, tu sais,
tu m'aurais dit quel âge il a, Sandro Schliemann, comme ça, je t'aurais dit 23. En fait, non, il a déjà 27. Je l'imaginais plus jeune que ça, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'aurais dit 25. Tu vois, j'ai pas regardé son profil depuis un moment, puis j'étais aussi par là haut. Il faut peut-être vérifier, mais il me semble que j'ai vu 27. Il est 94. Ouais, c'est ça. Ça m'a surpris. Parce que j'avais l'impression qu'il montait maintenant. Donc, la progression logique d'un gars qui a commencé à la vingtaine, j'avais l'impression qu'on était 4-5 ans après sa sortie de junior, puis qu'avec Zug, des fois, comme tu as la Zug Academy, tu peux progresser, puis tu peux monter un petit peu plus vite. C'est comme Luke Hollenstein, je dirais, j'aurais de la peine à donner un âge maintenant, comme ça, parce que là aussi, il est le vrai numéro 2, il a signé comme numéro 2 derrière Giannoni, et qu'il est en train de bien s'imposer en National League, puis que Zug n'a pas de problème de 2 gardiens. Non, effectivement. Bon, Mayer, pour moi, c'est clair que avec Desclous, c'est un duo qu'on connaît. C'est solide. On a l'impression que... Est-ce que c'est le meilleur duo de la Ligue ? Le temps nous le dira. Mais par contre, est-ce que c'est assez solide pour si jamais il y a un souci ? Voilà, on va plus poser la question de savoir si il y a un problème de gardien à Genève. C'est au moins ça qui est réglé. C'est que si jamais il y en a un des deux qui a un coup de moins bien, qui physiquement peut-être va pas, au moins là, tu peux te dire, ah bon, bah c'est bon, on a résolu ce problème-là, on peut tenir le choc. Ouais, puis surtout, moi, l'année prochaine, moi, j'attends Genève Servette dans la gestion de Gauthier Desclous en se disant, il jouera jamais de back-to-back. Pour moi, ça doit devenir une norme. C'est back-to-back, un match chacun, point. Tu réfléchis pas plus loin, tu protèges au maximum le physique de Gauthier Desclous. Pour les playoffs aussi. Pour les playoffs, exactement. Parce qu'après, il n'y a plus de playoffs, il n'y a plus de back-to-back en playoffs. Puis là, tu as 2 super options. Mais si déjà, back-to-back, ça veut dire que tu as, je dirais quoi, minimum 20 matchs que tu donnes à Robert Mayer sans réfléchir. Rien que pour ces 20 matchs, l'investissement, il en vaut la peine, à mon avis. Si ça te permet d'avoir un Desclous qui tient toute la saison. Ouais, 32-20, je trouve que c'est du 60-40 à peu près. Je trouve que c'est vraiment correct. En plus, les 2 gardiens sont relativement contents. Parce qu'ils ont leur part de match qui est importante. Donc, c'est plutôt bien vu. Autre annonce du côté de Genève. Ouais. Mike Fulmin a prolongé de 3 saisons. Exactement. Avec Genève Servette. C'était un des joueurs en fin de contrat qui a accepté pas mal de choses cette saison. Parce qu'on rappelle qu'à un moment, il a joué à l'aile. Alors que je pense qu'il n'avait pas demandé ça au moment de sa signature à Genève, mais il s'est sacrifié pour l'équipe et finalement c'est aussi une bonne récompense d'avoir un nouveau contrat, de dire ça va pas péjorer ta possibilité de prolonger ou de signer ailleurs ou autre. T'as un nouveau contrat, t'as joué à l'aile, tu nous as dépanné un sacré moment. 30 matchs, 4 passes décisives, il n'est pas ultra dominant offensivement. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas ce qu'on lui demande, mais il est capable de le faire. Mais c'est un joueur qui a 28 ans. Il a quelques saisons maintenant de National League. Il est fiable. Tu sais que tu peux lui faire confiance. Il va pas t'éblouir, mais en même temps, tu n'as peut-être pas besoin de ça quand tu as justement des Henrik Temernes, Roger Carrère, Simon Lecoultre sous contrat. T'as pas besoin d'un autre défenseur à 15-20 points durant la saison. Non, s'il est fiable, s'il est solide, il se plaît dans l'organisation, c'est un move qui est assez facile de lui donner un nouveau contrat, je trouve. Pour moi, c'est la quintessence du défenseur 6-7. C'est écrit. C'est le genre de type qui va t'amener exactement ce que tu veux. Alors, on espère mais ça, alors on connaît pas les salaires, mais dans un monde idéal, que c'est un joueur qui coûte pas trop cher, tu le signes 3 ans, tu lui assures 3 ans de contrat, tu peux peut-être baisser un tout petit peu en ajoutant des années et te dire finalement, comme tu l'as dit, il est fiable. Donc, pour un rôle, si tout d'un coup tu dois juste le monter dans le line-up, il peut peut-être même, tout d'un coup, tu peux le pairer peut-être avec Temernes comme défenseur défensif à côté, si tout d'un coup tu en as un qui pète. Moi, je le vois assez, en fait, couteau suisse que tu peux monter dans le line-up. Peut-être pas sur une saison complète, clairement, mais ponctuel, sur peut-être un run de 5 matchs comme ça, il peut encore rendre des services un petit peu plus haut dans l'alignement. Et ces derniers temps, il joue tout le temps, c'est 13-14 minutes par match, donc il est vraiment utile. Et comme tu dis, si c'est sur ta 3e paire de défense d'un défenseur comme ça, il faudrait qu'il joue plus souvent Lugano, parce que là, je suis sur sa fiche de points. Il a 4 points, dont 3 le même soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé le samedi 30 octobre, mais 3 assists contre Lugano le même soir. Donc il a eu une belle soirée, puis le reste,
il est assez muet offensivement, mais solide derrière. Ça tombe bien, la transition est belle sur Lugano parce qu'on a la ligne Lugano-Genève fonctionne avec le départ de Stéphane Patry Oui. Pour Lugano la saison prochaine. Du coup, ça fait que le Genève Servette perd un attaquant, ou en tout cas un joueur formé au club, qu'on espérait voir. On a l'impression que c'est un peu de la même manière que certains Zurichois, quand on leur dit il n'y a plus de place, désolé, écoute, va voir ailleurs. Ouais. Est-ce que vraiment il n'y avait pas de place à Genève? Ça, c'est la question. Autant à Zurich, effectivement, quand des fois un Barhoffner part pour revenir finalement, mais par un moment, Saint-Heller était parti parce qu'il y avait trop de joueurs qui étaient similaires et puis il n'y avait pas assez de place. Là, je sais pas. J'étais étonné par ce move. J'étais assez étonné, alors, par deux choses. Un, par le fait qu'il s'en aille, et deux, par le fait que Lugano ait vu quelque chose de suffisamment bien chez lui pour justifier un transfert, finalement, et un contrat de 3 ans. De se dire, ce jeune-là, il pourrait être intéressant, pourquoi pas, mais il signe 3 ans à Lugano, c'est vraiment étonnant. Chris Maxwell le connaît depuis toujours, à peu près, parce qu'il a commencé à peu de choses près. Il a commencé à Mervin sur la Elite Prospect, mais il est arrivé en mini à Genève en 2011, donc voilà, il le connaît par cœur. Ouais, comme tu dis, c'est un joueur du club. Genève avait quand même dit qu'il travaillait avec les joueurs du club, faire monter dans l'alignement justement les Patry, les Vouillamo, les Smirnovs, etc. Et là, le fait qu'il s'en aille, c'est un côté... Je peux imaginer que... Je ne sais pas comment se sont passées les négociations. Est-ce qu'il a eu une offre de Genève? Est-ce que l'offre de Lugano, c'était... c'est Lausanne qui fait la meilleure offre, on rappelle. Mais Lugano, est-ce qu'il a... Lugano fait une bonne offre quand même? Je pense qu'ils ont fait une bonne offre. Mais malgré le fait que ce n'était pas la meilleure, vu que la meilleure, c'est tout le temps Lausanne, on connaît. Blague à part. C'est surprenant, vraiment. Et moi, au-delà du fait qu'il signe à Lugano pour 3 ans, et je peux comprendre d'un point de vue du joueur, c'est une belle organisation, c'est un bel endroit pour aller jouer au hockey. Il y a quand même, pour vivre aussi, il y a quand même un truc que j'arrive pas à comprendre. Il fout de quoi à jouer à ce moment-là? Ouais. Et je dis pas que Patry a choix entre le Jura et Lugano aurait choisi le Jura. Par contre, ces temps, il y a des signatures de joueurs, peut-être j'en parlerai un petit peu plus tard avec Ajoie. Scheidegger, Christen, Patry, Gillian Kohler qui est en fin de contrat à Bienne, c'est des gars qu'Ajoie doit signer. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, mais je dois pas en parler là, on en parle après. Retour à Patry, c'est bien parce que là, il a toujours eu cette étiquette de petit jeune du club. Là, il va débarquer à Lugano avec une étiquette d'espoir, mais pas d'ancien junior. C'est un renfort qui vient de l'extérieur, qui doit se faire sa place, à qui on va peut-être pas ouvrir les portes plus facilement parce que c'est l'ancien junior et donc on doit lui ouvrir la porte parce qu'on veut intégrer des jeunes dans la première équipe. Non, il va devoir se faire sa place. L'entraîneur assistant à Lugano, c'est Bosch, qui était l'ancien coach assistant de M11, puis coach des juniors, coach des juniors en M20 à Genève. Il le connaît sûrement aussi assez bien. Tout à fait. C'est un joli petit joueur qui a que 21 ans finalement, donc il peut encore et il va encore progresser. Saison passée, il marque ses 6 points. Là, il est déjà à 5 points en 29 matchs. S'il amène 12-13 points la saison prochaine à Lugano, je pense qu'on pourrait dire que c'est déjà un bon pas en avant pour lui et une bonne signature pour Lugano. Complètement. Et d'ailleurs, Lugano, en signant Jérémy Gerber aussi de Berne, là aussi un junior qu'on imaginait grandir avec Berne. Oui. Patry, on l'imaginait grandir avec Genève, pas ad vitam aeternam, mais en tout cas aller un bout avec ces organisations-là qui les ont formés. Ça veut dire aussi qu'à Lugano, finalement, là, ils ont perdu Bertaggia. Est-ce qu'ils sont véritablement satisfaits de Stoffel, de Vedova, de Werder, des gars qu'ils ont à l'académie, non, au Ticino Rockets? On a l'impression que, finalement, non, ils préfèrent aller chercher des gars extérieurs, un peu plus établis aussi, plutôt que de donner... ils ont essayé cette saison. Ça marche pas forcément du feu de Dieu pour eux, parce que on aimerait bien de temps en temps que... Et ils ont été mis de temps en temps en première ligne, mais ça n'a pas cliqué. Ouais. Donc, je pense que là, et Dominique Elie et Max Orley ont dû faire leurs observations et se dire qu'il fallait peut-être mieux aller chercher à l'extérieur ce qu'ils n'avaient pas sous la main, en fait. Arrête-moi si je me trompe, mais je trouve pas que c'est des moves très Lugano ou très luganais, d'aller chercher des anciens espoirs de Berne, par exemple, mais qui ne sont pas encore des joueurs aguerris de National League. Très juste. Cette espèce d'entre-deux de joueurs de 20-21 ans qu'on essaie d'aller monter, en qui on croit, qui n'avaient pas forcément un rôle en vue ailleurs, et peut-être qu'on veut leur donner un rôle plus en évidence, et donc on a
on a peut-être un peu gratté sous la surface pour trouver des joueurs à potentiel. Je peux imaginer que c'est l'idée là derrière. Moi, j'ai pas souvenir de beaucoup de moves de ce genre à Lugano. Non, c'est juste quand tu prends les transferts qui ont eu lieu, c'est Alatalo, Mirko Müller, Turkauf. On a déjà 2 gars qui ont touché la NHL, ou en tout cas la AHL pour Turkauf, un peu moins la NHL, mais Alatalo n'a même pas besoin de présenter. Il y avait Guerra. Enfin, on avait des grosses signatures. De temps en temps, tu as un Timo Hausner qui a été signé. Visiblement, ça marche pas. On avait Romanengi qui a été essayé, ça marche pas. Et puis, finalement, Romanengi marche pas si mal que ça à Joie. Le contexte est complètement différent, je suis bien d'accord. Mais voilà, on va chercher d'autres. C'est juste qu'on aurait plutôt imaginé... si on nous dit n'importe quoi, hein, Praplan signe à Lugano. Ah, Berchi signe à Lugano. Ah, mais là, tout d'un coup... Ouais, Sven ou même Christophe, avant de partir de Lausanne. Ça aurait complètement été dans la logique luganaise. Et ouais, c'est drôle de voir ça, en fait, en ce moment. Comme tu avais parlé d'Ajoie avant, ça tombe bien, on va enchaîner finalement cette partie sur Ajoie qui reste sur 8 défaites. Alors, je pense qu'on va pas en faire des caisses sur le présent. Ouais, mais plutôt se demander qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur avec ce club-là. Moi, je sais qu'on nous a écrit aussi qu'on était très, très gentils et qu'en général, les médias étaient très gentils envers Ajoie. On a répondu que c'était quand même difficile quand quelqu'un a déjà la tête bien sous l'eau, quand on voit ce qui se passe, et qu'on ne peut pas les traiter de la même manière qu'on va traiter un Fribourg, un Lausanne, un Lugano, un Berne. C'est impossible de traiter Ajoie de la même manière. Mais force est de constater, c'est vrai maintenant, mais c'est pas parce qu'on nous a dit ça qu'il faut que là, on se dise on peut lâcher les chevaux et critiquer à tout va. Mais on est bien dans le moment où c'était le plus difficile. Et j'avais dit dans un des Cold Facts que j'attendais avec, pas impatience, mais j'attendais de voir au mois de novembre-décembre. Le fait est que là, il commence à y avoir des 6-1, des trucs où... Oui, il y a ce 6-3 contre Fribourg, ils sont mal payés pendant un moment. Mais combien de fois ils ont marqué le premier but, puis ils se sont fait remonter, puis après largement battre derrière? Ils tiennent jamais la longueur. Voilà, et ça, finalement, c'est aussi une question de contingent. Enfin, je veux dire, à un moment... Voilà pourquoi les gars sont payés cher, voilà pourquoi les gars sont là depuis longtemps, voilà pourquoi l'expérience, voilà pourquoi on disait qu'on avait des craintes sur Ajoie en National League. Mais c'est formidable on a déjà dit maintes et maintes fois que le public est extraordinaire et pour eux c'est une fête à chaque fois, ils s'en fichent finalement. Il faudra voir combien de temps ça tient. Sur une saison, la saison prochaine, ça risque d'être plus compliqué. Justement, tu disais Scheidegger qui a signé à Fribourg pour une année. Christen à Bienne pour 2 ans. On a Patry là qui est à Lugano. Même Jérémy Gerber finalement, qui aurait pu avoir un rôle en vue s'il signait à Ajoie. Tu peux te dire que ça, c'est typiquement un joueur que tu peux mettre sur un de tes deux premiers trios. Exactement. Alors, parce que justement, Patry signe 3 ans à Lugano. Il a que 21 ans. Là aussi, je suis pas en train de dire Yaka. Non, c'est pas évident. Je suis bien conscient de ça. Par contre, si tu vas vers les 3 joueurs que j'ai cités avant, que tu viens là de citer, Scheidegger, Christen et Patry, tu vas vers eux, puis tu dis Scheidegger et Christen, tu leur dis, toi, vous êtes les deux sur nos 2 premières paires défensives. Vous signez 1+1. Une année, si on se maintient, option automatique pour une 2e saison. Si on est relégué, vous avez joué une saison en National League avec 18-20 minutes par soir dans l'élite. À vous de vous faire votre place, à vous de prouver votre valeur. Et si on retombe, derrière, vous signez ailleurs, où vous voulez. Patry, Jérémy Gerber, ce genre de gars-là. Gillian Couler, toi, t'aimes bien aussi ce jeune-là. Tu leur donnes une place, tu leur dis, nous, on te met avec Hazen et De Vos, tu essaies de les suivre un petit peu, puis tu marqueras tes points, tu auras ton rôle, on te met du powerplay, tu vas te développer. Oui, on ne te paye pas autant, prenons l'exemple de Patry, je pense bien qu'ils ne pourront pas donner le même salaire à Patry que Lugano. Je ne dis pas que Lugano lui a donné 500 000 francs par année, hein, tout à fait. Mais ils lui donneront forcément un peu moins d'années. Mais sur une année, si tu fais une belle saison, derrière, il y a les gros clubs qui vont peut-être un peu plus facilement venir et donner un joli contrat. Tu fais une saison à la Frossard, admettons. Là, tout d'un coup, n'importe quel club de National League se dit « Oula, on a vu qu'en lui donnant des responsabilités, ce qu'on n'avait pas pu donner à Genève, par exemple, parce que forcément, il y a trop de talent et que c'était compliqué. Et puis, peut-être que c'est un autre junior qui a eu la place. Ouais, en fait, en allant à Ajoie, tu paries sur toi-même. Exactement. J'ai l'impression que tu te dis « Ok, je ne signe qu'une année avec option, admettons.
Mais je parie sur moi, je me dis, l'entraîneur va me faire jouer, je peux faire quelque chose. Je vois ce que... je mentionnais Romanengi, qui avait jamais marqué plus de 3 ou 4 buts, tout. Là, il a doublé son total largement. Peut-être qu'un Romanengi va être intéressant pour un club qui cherche un quatrième centre... peut-être même un Langnau, un troisième centre, j'en sais rien. Un Ambry, tu vas pas signer à Zurich derrière sous prétexte qu'ils ont mis 3 buts avec un joueur. Par contre, c'est un pas dans la bonne direction, je pense, pour la carrière d'un joueur qui est en train de continuer sa formation. Et ouais, moi, c'est ce genre de coups-là que je comprends pas, qui ne sont pas faits. Alors que Gilles Colère, on sait pas où il va aller la saison prochaine. Donc il avait joué à Ajoie d'ailleurs. Exactement. Il avait fait quelques matchs, il avait d'ailleurs marqué pas mal de buts en assez peu de matchs. Exactement. Donc c'était en Swiss League, mais... Donc lui pourrait peut-être être une option, j'en sais rien. Mais moi, j'aime bien la construction du roster de Rapperswil. On en parlera un petit peu plus tard encore, parce qu'on va essayer de s'attarder un peu sur la Suisse allemande aussi. Mais moi, j'aime bien voir comment Rapperswil a encaissé sa promotion et petit à petit a construit son équipe. Et là, cette année, entre Voardou, Baragagno et Bicher, ces 3 jeunes défenseurs qui ont été intégrés dans cette équipe. Alors, ils jouent plus ou moins selon les blessures, selon la présence des uns et des autres. Mais est-ce que c'est pas des coups comme ça aussi qu'Ajoa aurait pu faire ? Complètement. Je dis pas, encore une fois, je dis pas que c'était facile et qu'il y avait qu'à se ramasser pour les cueillir, les défenseurs qui viennent de jouer un mondial M20. Mais là aussi, si tu dis à un Nathan Voardou, alors c'est un peu difficile maintenant vu comme il a explosé à Rapperswil, mais si la saison passée, tu lui dis écoute, on pense que tu es encore un poil limite pour faire directement le saut en National League, viens chez nous, on te donne 2 saisons. Et là, en 2 saisons, chez nous, tu vas vraiment faire le step, puis derrière, tu verras, tu auras un joli contrat. Bah, alors, vu comme ça, sa carrière se déroule, c'est peut-être pas le bon exemple, mais je crois quand même qu'il y a des défenseurs ou des attaquants jeunes qui peuvent profiter de ce tremplin-là. Et Ajoa doit être un tremplin. Et c'est la direction que doit prendre ce club. Il faut vraiment s'inspirer de Rapperswil. Pour moi, c'est l'exemple même pour Ajoa. Et surtout cette saison, là où tu fais une saison où il n'y a pas de relégation, tu dois vraiment construire la saison prochaine, bah, c'est là qu'on t'attend. Mm-hmm. Et avec des jeunes joueurs, alors il faut les encadrer, mais tu peux garder peut-être un Yogi, tu peux peut-être garder un Birbaum, il n'y a aucun problème, parce qu'ils sont encore sous contrat, puis ils ont encore envie de jouer. Du coup, ça te permet aussi d'avoir des gars qui te les encadrent et qui te montrent ce que c'est que le jeu en National League. Et vraiment, en plus, avec 5 ou 6 étrangers, s'ils sont bien choisis, ça peut se sauver, on va dire. Puis après... Ça va pas être simple, bien évidemment, mais si effectivement tu te maintiens, bah les gars, tu actives l'option, ils restent, puis on voit que finalement ils sont pas si mal que ça, et il y a d'autres joueurs qui se disent, ah bah tiens, je peux peut-être aller à Ajoie, là j'hésitais, mais je vois que ça réussit bien à X ou Y, je vais y aller. Et on fait abstraction du coup de la paye qui va être moins importante, parce qu'effectivement c'est le nerf de la guerre, on sait que c'est très difficile et que même quand ils augmentent le budget d'1 million, ils sont encore tellement loin d'atteindre le bas niveau de National League que, voilà, pas de pétrole mais des idées, quoi, en gros. Et puis, mais c'est pas aussi simple que ça. Il faudrait trouver le truc, effectivement, d'aller scouter un peu en Swiss League et de donner un peu de temps de jeu. T'imagines, toi, tu joues en Swiss League, on te dit, écoute, je peux te donner une quinzaine de minutes en National League. Ah ben... Ouais, super, quoi. D'ailleurs, on a une question à propos des étrangers. Tu viens de toucher le sujet pour Ajoa en vue de la saison prochaine. Oui, alors c'est une question de Thiago Neves. Salut l'équipe, cette fois-ci, question sérieuse pour l'épisode de demain. Un club comme Ajoa devrait-il miser la saison prochaine sur des imports plutôt au profil plombier polonais solide? Il a mis tout de suite no offense envers les plombiers ou les polonais. Hein. Et aux gens solides. Avec un profil d'étrangers low cost et miser sur un de Suisse reconnu de qualité, ou doivent-ils miser à fond sur des étrangers tueurs mais garder un contingent suisse somme toute assez maigre et limité, entre parenthèses, no offense encore. Merci d'avance. Qu'est-ce qu'on peut dire? Là aussi, c'est toujours... l'argent, elle va être le nerf de la guerre sur ce coup-là. Et à part ça, je regardais aussi les étrangers qui sont venus, qui sont sortis, qui sont arrivés dernièrement, en renfort comme ça. Il n'y en a pas beaucoup qui me sautent au visage comme ça. On a eu Udacek qui a connu un début super. Et il est reparti en vacances, lui. Hein. Incroyable. Donc il a 10 matchs, 8 goals, 8 points, 8 goals. Jamais fait de passe. Il a pris le puck, il allait marquer des buts. C'est tout. Mais du coup, là, quand tu te fais tasser par Troy Joseph et Butker, no offense là aussi, alors que Butker est pas extraordinaire non plus, c'est qu'il doit quand même y avoir un petit souci. Alors que tu as marqué 8 goals en 10 matchs. Ouais.
Je me dis que là, Max Orley doit avoir un truc, il doit se dire non. Et en plus, il continue à gagner sans lui. Oui. Donc, c'est plutôt bien vu. Finalement, Van Ström et Fortier, c'est presque parmi les étrangers, en tout cas statistiquement parlant, Ouais. bien évidemment, qui réussissent le mieux. Korpikoski à Bienne, pour l'instant. Bah, il est commotionné depuis environ 2 mois. Ouais. On l'a pas vu, donc parce qu'il est out. Donc ça, c'est vraiment un manque de chance pour Korpikoski. Frolic commence un peu à être pas si mal que ça, effectivement. Là, on peut un peu arguer que c'est pas mal. Mais sinon, compliqué. Et finalement, Fortier et Van Ström, c'est pas tellement le problème, je trouve. Non, vraiment pas. Fortier, il surprend même beaucoup, je trouve. Ouais. Quand il est arrivé, on se demandait si vraiment un joueur de ce calibre-là, qui avait certes été bon en Ligue junior québécoise, mais bon, derrière, c'était plutôt un joueur qui était entre la ECHL et la AHL, si je me rappelle bien, si ma mémoire ne me fait pas défaut. On disait, ouais, mais c'est pas vraiment le genre de profil qui fait rêver quand tu vois que tu peux aller chercher un Frolic, justement. Ou même un Van Ström, finalement. Ou un Van Ström juste après, effectivement. Mais voilà, il a 19 matchs, 10 buts en National League. Lui aussi, il aime pas trop passer le puck, mais il a 10 buts, 2 passes décisives. Mais voilà, il fait ses points, il joue correctement, il se met aussi en valeur. Pour lui, c'est aussi un joli tremplin. Je parlais du tremplin à Joulot avant, je pense que lui, il l'a utilisé aussi comme ça. Et justement, moi, pour répondre à la question de Thiago, moi, j'aime bien l'aspect blinder tes 5 étrangers, parce que là, justement, là où le marché suisse est très compliqué et sans cesse d'étendre, parce que justement, si on va chercher à l'étranger, le marché suisse va d'étendre un tout petit peu, vu qu'il y a plus de facto, quoi. Il y a plus d'offres, donc la demande est moins grande sur les défenseurs suisses droitiers au hasard. Mais du coup, à l'extérieur, tu peux peut-être justement aller chercher des joueurs, là aussi, d'aller chercher des 23, 24 ans en Finlande, en Suède ou au Canada, vu au Québec, au hasard, parce que je pense qu'il y a 2-3 pistes là-bas qui peuvent sûrement bien fonctionner, en disant, viens en Europe, c'est ta porte vers l'Europe, passe par Ajoie, tu te révèles à Ajoie, puis derrière, Zurich is the limit, quoi, j'en sais rien. Grenier fait ça en signant à Langnau. Exactement. Il signe une saison à Langnau, alors il était déjà venu en Suisse furtivement à Lausanne, il n'avait pas fait une mauvaise impression. Il repart à Iserlohn parce qu'il n'a pas obtenu de contrat. Il fait une belle saison à Iserlohn, il suit Jason O'Leary à Langnau, il signe une année. Et là maintenant, je pense qu'il y a la moitié de la ligue qui est en train de demander à son agent comment faire pour l'engager. À Langnau, je pense pas qu'il a signé un très gros contrat, mais tu parlais de parier sur toi-même, c'est exactement ce qu'il a fait, il parie sur lui-même. Je dirais d'ailleurs que c'est une notion, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est une notion assez nord-américaine. Je vois ça avec soit la NFL, soit la NBA, notamment, même la NHL, de se dire, ok, je prends le pari et je vais peut-être signer un contrat, un bridge, ou un contrat un petit peu plus moins bien payé, et d'une saison. Je montre que je suis pas fini, par exemple, ou je montre que je suis capable de jouer dans un truc, et bam, je signe derrière un gros contrat. Là où un Romagnosi, par exemple, quand on lui propose un contrat de longue durée, finalement de 28 millions sur 7 ans, lui se dit, je fais la sécurité un peu, le côté. J'imagine tellement que si j'avais été à la situation, j'aurais fait pareil, parce que c'est le truc, tu te dis, déjà 28 millions, c'est extraordinaire, puis t'es le bon Suisse, puis tu t'imagines déjà pouvoir mettre tes économies, et puis tu réfléchis déjà à ta retraite, on va dire, alors que les autres, ils sont partis sur, ok, maintenant. Et là, justement, avec 5 étrangers, voire 6, s'il y a une promotion, tu peux déjà avoir ta ligne de powerplay complète. Et le powerplay à Joulot, tu m'as dit la statistique juste avant. Sur les 10 derniers matchs, faut quand même, mais c'est pas beaucoup plus folichon, mais les 10 derniers matchs, c'est 2,94%. Là, j'avais rarement vu, je ne savais même pas que ça existait un pourcentage aussi bas, en fait. C'est d'une équipe de première division d'un pays, si tu veux. Et là, si tu as déjà un powerplay qui tient la route, et pourtant, ils ont quand même des joueurs de qualité. Donc, mais complètement. C'est pas que les joueurs, mais si tu as déjà 5 bons étrangers, tu pars déjà, ou voire 6, tu pars déjà avec des unités spéciales peut-être solides. Tu peux prendre 2 défenseurs étrangers et 4 attaquants. Avec 2 défenseurs étrangers, ça aidera quand même un tout petit peu à stabiliser ça et à aider le pauvre Tim Wolf. Et à réduire le temps de jeu d'autres joueurs, finalement. Exactement. Parce que je ne suis pas persuadé que Yogi, que Eigenmann, que Birbaum peuvent jouer 20 minutes de qualité en National League. Et s'ils peuvent jouer en National League, oui, ça c'est possible. Mais de nouveau, on parlait de Fulmin avant, c'est exactement la même chose. Mais Fulmin a cette capacité, en jouant 13-14, tu peux peut-être le monter à 17. Ce que de temps en temps est le temps de jeu d'Arnaud Jacquemet quand il joue avec Tom Ernest, parce que Tom Ernest absorbe beaucoup de minutes. Donc,
ça devient jouable, l'augmenter de 2-3 minutes. Mais par contre, de les descendre à justement 14 minutes, 15 minutes, et puis tu as des minutes de qualité avec des shifts un peu moins longs, parce que je trouve que y en a certains, ils font des shifts très longs, et j'ai l'impression que les jeunes joueurs, quand on regarde les shifts, et comme ça à Zurich aussi, un Kien Sopa, les jeunes ont tendance à rester un peu plus longtemps sur la glace que ceux qui ont l'expérience, qui vont sortir un petit peu plus vite, et du coup, en réduisant leur présence, vont être un peu plus, avoir un peu plus d'impact sur le jeu à chaque présence, ou en tout cas pouvoir absorber ça. Alors, on vous avait promis, on l'a teasé 2 fois, je crois d'ailleurs, qu'on allait parler des alémaniques. Parce qu'on s'est dit aussi, on a eu quelques questions, on ne l'a jamais abordé. Et on se dit que c'est le moment, étant donné que l'actualité des romans, des fois, un peu plus sèche, on va dire. C'est que Rapperswil nous fait une saison incroyable. D'habitude, ceux qui sont vieux comme moi, ou comme Greg est un peu plus jeune, mais Greg a beaucoup de mémoire. Il se souvient qu'il y a des saisons où Rapperswil commençait très fort, mais c'était, on va dire, le premier tour. Ça nous épatait pendant 10, allez, 15 matchs, puis après, ça rentrait dans le rang. On savait. Exactement. On savait que ça allait revenir à la normale. Puis cette année, déjà l'année passée, demi-finale, alors en étant aussi partie de la 10e place, Oui. Et cette année, ils ont continué, changement d'entraîneur, ils continuent, et ils sont vraiment impressionnants dans le sens où ils sont 2e du classement, et on en vient à se demander si ils vont pas pouvoir rester dans le top 6, quoi. Top 6, moi honnêtement, je pense qu'ils sont en très 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 bonne voie parce qu'ils ont déjà 62 points. C'est 18 points d'avance sur Lugano qui est 7e. C'est 19 d'avance sur Lausanne. Alors oui, 19 points, 4 matchs en moins. Toujours la même chose, il faut faire gaffe à pas compter les points, enfin virtuellement les points et les multiplier par 3. Mais surtout, admettons que Lausanne ou Lugano puissent revenir sur Rapperswil, ça ne veut pas dire que Zug, Davos, Bienne et Zurich vont réussir à revenir sur Rapperswil non plus. Parce qu'il y a 15 points sur Zurich, il y a 7 points sur Bienne, il y a après 3 points sur Davos. Mais est-ce que toutes ces équipes vont passer devant Rapperswil ? Si des équipes gagnent les matchs, il y en a des autres qui vont les perdre. Hein. Merci pour la belle palissade. Ouais. Mais c'est un fait. Donc moi, je vois bien Rapperswil rester dans ce top 6. Et surtout, ils le méritent parce qu'actuellement, ils sont très réguliers. Sur les 10 derniers matchs, ils ont 6 victoires et une vingtaine de points. Ouais. Donc, c'est... Moi, ce qui me... Tu me dirais si tu es d'accord avec moi, mais ce qui m'étonne dans cette équipe Rapperswil, c'est qu'elle fait rien de très bien, mais rien de très mal. Elle a un power play qui est assez moyen, qui est pas fantastique, mais qui est OK. Elle a un box play qui est pas fantastique, mais qui est OK. Mais par contre, il y a une efficacité qui est fantastique. C'est la 2e meilleure équipe de la Ligue en termes d'efficacité au shoot, avec plus de 10%. Il y a juste Fribourg qui fait un tout petit peu mieux. Ouais. Mais tout est fait de manière correcte. C'est l'équipe moyenne par excellence, mais quand tu es moyen partout, au bout du compte, tu n'as aucune faiblesse. Mais c'est très juste. D'ailleurs, moi, j'ai noté un truc, c'est que les expected goals, le pourcent, ils sont à 58. C'est vraiment, ils sont 2e en ce moment, ou sur les 10 derniers matchs, je sais plus. Hein. Et sur les goals encaissés, ils sont à 84. Donc, c'est pas mal aussi du tout des deux côtés de la patinoire, on va dire. Et moi, ce que j'ai relevé, c'est qu'ils ont 4 buteurs. C'est la seule équipe de National League qui a 4 buteurs à plus de 10 goals. Il y a juste... Et puis, ils ont encore Eggenberger qui en a 9. À 10 goals et plus, ouais. Voilà, on a Tsanger, Lamer, Tsanger, Lamer, Chervenka... Et Vic. Voilà. Tsanger, 13 buts, 11 passes décisives, 24 points. Qui l'eût cru, honnêtement? Et ce qui est très drôle, c'est de se dire que Tsanger, il part de Zurich, il va à Zug. À Zug, on se dit, il est pas mal. Il n'y a peut-être plus assez de place, Lausanne le prend. Lausanne se dit, c'était Jan Alston à l'époque, je vois quelque chose avec ce junior zurichois, pas trop de... il va passer par Zurich, pas trop de risques. Est-ce qu'il peut exploser? Il fait une bonne première saison, puis après ça se tasse. Il va à Lugano pour se relancer. Ça ne se relance pas. Il va même jouer des matchs au Ticino Rockets et il n'est même pas dominant au Ticino Rockets. Honnêtement, pour donner sa chance à Tsanger, faut vraiment plus avoir beaucoup de choses à perdre. Et là, ils le rend au centuple, en fait, cette saison. Clairement, après, Dominique Lamer, c'est la même chose. Il était aussi en bout de course du côté de Lugano. Il vient là, il explose. Et en fait, le mix de Rapperswil, pour moi, il est excellent. C'est que d'un côté, tu prends des joueurs qui ont un potentiel, mais qui a un petit peu... qui a
qui n'a pas été pleinement exploité ou qui sont dans une voie de garage quelque part. Tsanger, Lamer, Vic aussi, il est à 11 buts, 9 passes décisives, 20 points déjà. Il met un triplé l'autre Il fois. met un triplé, ouais. Après, Albrecht aussi, c'est un joueur que moi j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Il est toujours juste, il est intelligent. Ça, on était assez satisfait. On trouvait que c'était une très bonne Absolument. signature de la part de... Parce qu'il était à Zug, puis qu'il était en 3e bloc. On l'imaginait pouvoir monter dans l'alignement à Rapperswil. Exactement. Et après, tu ajoutes des jeunes que tu es capable de faire progresser, à qui tu donnes des responsabilités. J'en ai parlé avant. Baragagno, Voirdo et Bichère, c'est exactement ça. C'est des jeunes à qui tu as donné leur chance. Dominique Egli, il explose l'année passée à Rapperswil et après il part parce qu'il a explosé justement. Ouais, enfin, c'était la saison d'avant. Ouais. Mais les 2 saisons où il est brillant à Rapperswil, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pour Et- ça qu'il peut aller à Davos. Et après, tu as aussi des jeunes qui sont un peu plus du cru, même s'il il est passé par Davos, mais un Gianmarco Vetter qui a explosé de l'intérieur. Tu as Egenberger qui a été sauvé de Davos où c'était la catastrophe, et là, il est hyper bon. Bruchweiler. Bruchweiler, c'est un bon pari tenté. Moi, j'adore la construction qui est faite là-bas. Et après, tu prends un ou deux très bons étrangers. Émile Djouzet, moi, j'aimais beaucoup cette signature. Je suis très content de voir comment il évolue. Il a 31 matchs, 17 points. C'est un des tout bons défenseurs de la ligue. Tchervenka, on n'en parle pas. Il n'y a pas besoin. Il est brillant tout le temps. Ouais, mais finalement, alors, Zach Mitchell, par exemple, alors est-ce lui pourrait, sur une ligue à 6 étrangers, être le 6e, par exemple? Parce que j'ai l'impression que, alors, statistiquement, mais ça, c'est peut-être nous qui sommes biaisés par la façon dont on regarde le championnat suisse, où on a l'impression qu'un étranger doit amener. Il se trouve que, on l'a dit avant, les gars qui ont marqué plus de 10 buts, bah, il n'y a que Tchervenka parmi les étrangers, sinon c'est des Suisses. Oui. Donc, finalement, si les Suisses font le job, t'as pas tellement besoin d'avoir des étrangers qui cartonnent. Rowe, c'est un étranger qui est tout à fait solide en National League, mais il a pas un impact monumental au niveau des statistiques. Et moi, ce qui m'impressionne aussi, c'est que je me rappelle que quand Moses tombe, je me dis, ils ont pas de bol, Rapperswil, parce que c'est un peu un gars qui peut leur amener un point par match, quoi. Puis Zach Mitchell, il faut faire attention de pas le dévaluer, on va dire, parce qu'il joue sur la ligne avec Sandro Tsanger. Ouais. Et si Tsanger peut briller, c'est peut-être aussi parce qu'au centre, il y a un Zach Mitchell qui fait pas mal de choses justes. Et il y a encore un dernier point, après, on va arrêter les éloges sur Rapperswil, ça commence à faire beaucoup. Moi, il y a un dernier point que je trouve, et tu me vois forcément venir avec mes grands sabots, les gardiens. Nico Non. Duner. Ah oui, alors lui, là. La troisième ligne de Rapperswil, c'est Jérémy Vic, Nico Duner, Sandro Forer. C'est l'une des 3 meilleures lignes de la ligue en termes de chances créées en Corsi for dans la ligue. Ils ont un très bon plus-minus. Je sais qu'on n'aime pas cette stat, mais en plus, En il se trouve plus, que Duner... Nico Duner, c'est une perle, ce joueur. Et je le dis depuis 2 saisons, je pense à peu près. Ce joueur fait tout le temps juste sur la glace. Il est excellent. Et cette troisième ligne-là de Rapperswil, elle est vraiment bonne. 3, 4, 2, peu importe. Mais la ligne Forer, Duner, Vic, elle apporte une profondeur à cette équipe Rapperswil qui est vraiment précieuse. Et c'est pas un hasard, finalement, au bout du compte, si Rapperswil est bon. Moi, j'ai un tout petit bémol. En regardant Vas-y. les pourcentages au shoot, Tsanger, c'est 19%. Ouais. Lamer, c'est 24%. Vetter, c'est 18%. Et Vic, c'est 16%. On va dire que si, allez, un au-dessus de 15%, pourquoi pas c'est déjà 15% pour un attaquant, c'est pas mal. Hein. Ouais. Là, Lamer à 24%. Il surperforme pour l'instant, en tout Ouais, cas. Ou alors il sélectionne ses shoots, mais... C'est un pourcentage de basketteur, ça, effectivement. Exactement. Donc, peut-être que là... Pas très bon, le basketteur, mais quand même. On se comprend. Mais pour dire, effectivement, un shoot sur 4, ouais, là, ça devient vraiment très, très solide. Je me demande si ça peut tenir, là aussi, avec les pauses d'équipe nationale, avec les trucs... s'il y a les JO, machin, faudra voir comment ils peuvent régater. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les points chauds, ils les ont. Donc, c'est beaucoup plus simple d'absorber une série négative, vu comme ils sont partis. Complètement d'accord avec toi. On enchaîne sans transition avec Zurich. Autant on est dithyrambique à propos de Rapperswil, en mettant aussi en lumière certaines choses qui sont un peu spéciales, autant le HC Grunborg, là, il a de la peine. Et vraiment, au-delà d'avoir de la peine, c'est qu'on ne reconnaît pas cette équipe. Contre Lausanne, notamment, le match de vendredi dernier, Lausanne a mérité clairement sa victoire. Il n'y a pas tellement eu un
un match, un vrai match. J'ai l'impression que Non. Zurich était. Moi, il me faisait de Lausanne la- était très bon. Commençons Oui, par ça. Lausanne a été très bon. Mais Zurich faisait de la peine. Et alors, ok, ils avaient joué le jour avant contre Genève, mais C'était leur 3e match en 4 soirs. Là aussi, il y a des circonstances atténuantes. quand t'es de Zurich, Mais voilà. la circonstance atténuante, tu me dis, ouais, à joie, 3e match en 4 jours, ils ont perdu, ok, pas de problème. Zurich, je veux dire, c'est Andrighetto, Malguin et compagnie, ils sont capables d'absorber ce genre de match. Si jamais, tu peux toujours les rappeler des Getseka Lions pour faire le nombre, qui sont pas des nulos. Là, ça passe juste pas. Et ça me... honnêtement, et quand on sait on n'a pas l'idée du salaire précis, on va dire, mais on sait qu'en tout cas, il coûte un sacré paquet de pognon. Quand tu fais revenir Yannick Weber, quand tu prends Malguin, quand tu as pris Andrighetto, on est sévère des fois avec Lausanne, on est sévère avec Genève, on est sévère avec les Romans en général quand ça va pas. On sait l'être, peut-être pas assez des fois, mais là, Zurich... Moi, je trouve que la défense de Zurich, sur le papier, Gehring, Weber, Marty, Noro, Troutman, Gebe. Alors Gebe, il n'est pas censé être à cet endroit. Baltisberger est blessé. Noah Meyer, qui est un jeune défenseur qui est plein de promesses. Complètement. C'est quoi cette défense? Avec une défense comme ça, comment tu peux aller prendre 6 buts à Rapperswil? Comment tu peux prendre 5 buts à Lausanne, qui est pas l'équipe offensivement la plus douée? Donc ça commence par là. Derrière, c'est compliqué, alors que ça semble fonctionner. Enfin, sur le papier, ça doit fonctionner. Et après... Ça va être compliqué avec les gardiens, parce que Ludo Weber s'est blessé contre Lausanne, justement. Oui. Les 2 premiers buts qu'il prend, il se blesse sur un contact. On lui vient dessus. Ça a l'air d'être au bas du corps. Et puis, tu sens qu'il est resté pour le premier tiers, mais il en prend 2. Le deuxième, c'est vraiment... Lausanne a de la chance, ça tape contre le poitrine de Boson, puis ça rentre. Le premier, c'est un penalty de Berchi, qui est magnifique. Mais je me suis aussi dit, est-ce que Weber est à 100% pour faire son mouvement latéral? Je ne sais pas. Rien à dire. Ma foi, il est resté sur la glace. Oui, et puis Berchi le met très bien. Il fait sa petite feinte, mais il est sorti à la 20e. Le temps de se refroidir un peu au vestiaire. Puis après, je pense que ça a dû siffler. Exact. Mais j'ai aucune info si c'est plus ou moins sérieux que ça. Flueller étant blessé, ça veut dire que c'était Tsumbul. Le gardien, ils ont annoncé d'ailleurs que ce sera un gardien qui s'appelle Meyer, qui sera le 2e gardien la saison prochaine. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de faire la même erreur que Genève avec Charlin, finalement? Parce que, honnêtement, Meyer, je ne connais pas. Je peux rien dire de spécial. Il doit jouer au Getseka Lions, bien évidemment, mais on connaissait Guntern, qui était un peu plus... J'avais l'impression que Guntern était un peu plus près de la National League qu'un Meyer ou qu'un Tsumbul. Du coup, c'est ces gardiens-là qui sont mis en avant. Donc, Zurich, c'est pourquoi il le fait. C'est deux gardiens de 23 ans. Jeffrey Meyer et puis Robin Tsumbul. C'est ça qui est étonnant aussi, finalement. Ils n'ont pas 18, hein. Ah non, c'est des 98, les deux. Et oui, à Getse, Meyer a joué 12 matchs cette saison. Enfin bref, on ne veut pas parler pendant quart d'heure du deuxième gardien de Zurich. Non. Mais ça pose le problème de la même chose. C'est si Ludovic Weber tient pas, et même, je veux dire, s'il tient, tu l'as très justement dit avant, peu importe, même Genoni, même Berra, ils font un deuxième gardien maintenant. Pour se soulager, parce que sinon... Puis même, là, tu peux mettre le meilleur gardien du monde. 34 shoots à 23 pour Lausanne, 23 tirs pour Zurich ce soir-là, 7 au premier tiers, 4 au deuxième. Il y a 4-1. Après, ils mettent 12 shoots dans le dernier, mais le match était déjà terminé. C'est 25-11 après 2 tiers. Les stats sont très... sont pas de leur côté en ce moment. Au niveau des tirs reçus, enfin, ou des tirs faits, ils en sont à 29-44. Puis aux tirs reçus, ils en sont à 32-4. Donc, il y a 3 d'écart. Zurich, qui subit plus de tirs qu'il n'en crée avec des joueurs. Enfin, Kenville, Azevedo, Kruger, Hollenstein, Malguin, Andrighetto, Baltisberger, on peut faire à peu près les 4 lignes. Justin Sigrist, Dominique Diem, ça va. Même Reto Shepi, Marco Pedretti. Enfin, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je ne comprends pas. Et se pose la question de Richard Grunborg. À un moment... On va pas se mentir. À un moment, ouais. Franchement, moi, j'aime pas remettre en cause l'entraîneur dès que ça branle au manche. Mais là, tu te demandes, est-ce que vraiment... en plus, le fait que c'est toi qui as sorti, ou c'est Blick qui a sorti l'histoire du contrat. C'est moi. Alors, l'histoire du contrat,
La clause au 31 décembre, ça a Ouais. été c'est écrit plusieurs fois déjà. Je crois que c'est la NZZ qui doit l'écrire en premier, il n'y a pas si longtemps, comme quoi il y a une clause libératoire à la fin de l'année. Ouais. Et lui, il a une phrase particulière. Il dit mais il faut voir si mon employeur est satisfait de moi. Non, c'est toi qui as la clause. Et j'ai trouvé c'est un peu particulier finalement, parce qu'il dit chaque entraîneur a une date de péremption. Donc je ne sais pas. Mais non, soit tu es bien là et puis tu actives ta clause parce que tu es bien payé. Il y a Klaus Tau qui a sorti qu'il devait être à plus de 400 000, je crois, quelque chose comme ça, dans Watson ce mercredi matin. Donc on double. Voilà. Et donc il est bien payé. Rickard Grönborg, c'est pas une question de est-ce que mon employeur est content de moi. Regarde, Barberio, il a activé sa clause. Je pense qu'à aucun moment il s'est demandé si les Lausanne H7 est content de lui. Je crois pas qu'ils sont Il contents pense de lui. à lui. Bah oui, Et il a bien évidemment. raison. Hein. Et donc, moi, je pense que la piste dont j'ai parlé sur Blick mardi, Rickard Grönborg vers la KHL et vers Homs, qui est crédible, sinon je ne l'aurais pas écrit. C'est pas fait de ce que je sais, mais c'est clairement crédible. Par contre, si ça se fait, ça doit être ces prochains jours. Et là, je pense, j'imagine, il y a quand même aussi un petit poker entre les deux, parce que je pense que Zurich serait peut-être très content de pouvoir se séparer de Grönborg. Admettons que, s'ils ont envie de s'en séparer, mais le problème c'est que s'ils s'en séparent, lui il dira ouais désolé mais vous me devez encore une année de contrat complète après celle-ci. Désolé les gars. Donc je pense qu'ils ont envie que ça se fasse ailleurs et qu'il active sa clause pour pouvoir peut-être s'en débarrasser. Mais en tout cas une chose est sûre, c'est que moi honnêtement quand il a signé à Zurich, je me suis dit waouh, immense coup. Rappelons quand même qu'il gagne la saison régulière, sa première saison avec Zurich, les playoffs sont annulés. Qu'est-ce qui se serait passé cette année-là? On n'en sait rien. Peut-être qu'ils auraient été éliminés au premier tour comme des merdes. Peut-être qu'ils auraient été éliminés au premier tour. Puis voilà, peut-être qu'ils auraient été champions. Enfin bref, ça, on n'en sait rien du tout. Tout à fait. Il n'a pas fait que des mauvaises choses depuis qu'il est à Zurich. Mais là, si on est en train de me dire qu'il n'a plus vraiment... il n'arrive plus vraiment à parler à ses leaders, je peux l'entendre, disons. D'ailleurs, si on prend les 3 saisons, tu dis première saison, leader... ou deuxième, je ne sais plus maintenant. Si tu disais qu'ils étaient premiers, je crois c'était en Zug et Zurich de toute façon. Ils sont leaders, ils gagnent la saison régulière. Mais c'est la saison Covid, pas de play-off, ok, mais là c'était bien. La deuxième saison, demi-finale, il se fait battre par Genève, finalement, assez nettement. Donc là, on se dit, ok. Puis là, cette année, maintenant, 6e, il y a vraiment une régression, finalement. Or, si on prend le contingent, comme on disait, au début, il n'y avait pas forcément de Drighetto, il y avait pas Malguin il y a tant de temps, au tout début, il était meilleur. On lui donne des armes, donc il ne peut même pas dire j'ai pas les armes, vous ne m'avez pas donné ça. Maintenant, c'est toujours la question, on l'a souvent relevé, on salive devant le contingent simplement en regardant les noms. Maintenant, est-ce que c'est un roster bien construit? Tu parlais du roster bien construit de Rapperswil. Est-ce que le roster de Zurich, au final, est bien construit? Est-ce qu'il n'y a pas trop de chefs et pas assez d'Indiens ou pas assez de plombiers? C'est sans doute là qu'il faut aller chercher. Est-ce qu'il y a assez de gars qui veulent se faire mal? Je pense que non. Malguin marque un super but à Lausanne, mais il y a 5-1, ce 5-2, il est magnifique. Hein. C'est un but. Tu vas voir, là où je disais, des fois, le Star Power, tu vas payer un ticket pour voir ça, mais il te met le 5-2, les supporters lausannois, ils applaudissent, puis ils disent, ouais, mais de toute façon, c'est Lausanne qui a gagné les 3 points. Donc, voilà. On a une dernière partie pour ce Kaltefakten sur les Suisses alémaniques avec Berne. Exact. C'est Johnny Cruz, une question. Berne, y a-t-il une vraie stratégie sur le moyen terme ou s'agit-il d'un paquebot qui coule? Il manque une vision et un message clair pour moi. Meilleures salutations. Moi, je suis pas d'accord. J'aurais plutôt eu tendance à dire on voit enfin où ils veulent aller, Berne. Pareil. Mais après, c'est étonnant qu'il ait cette impression-là. Du coup, ça veut peut-être aussi dire que... Jess, ça veut pas dire qu'on a forcément nous raison et lui tort. Vraiment, vraiment pas. Mais Joël Vermine a signé. Di Domenico, on peut en penser ce qu'on en veut en saison régulière. C'est un super joueur de saison régulière. Est-ce qu'il est bon en play-off? J'en sais rien. Mais il est estampillé Berne, je trouve. Ce joueur, il colle avec ce qu'il y a là-bas. Leffel, c'est quand même un bon renfort. J'entends qu'il a un petit peu d'âge. C'est terrible de dire ça, à part ça, mais il a la trentaine, quoi. Donc il a encore de belles années devant lui. Ils sont peut-être en train de signer Sven Berchi, à en croire le toujours très bien informé Klaus Zaug. Donc ça va se faire. S'il revient en Suisse, il y a de très bonnes chances que ça se fasse. Donc j'ai pas l'impression que c'est un paquebot qui est en train de couler. Je pense que
c'était effectivement un bateau en train de dériver depuis un certain temps, ça c'est sûr. Mais pour reprendre la métaphore du bateau, ben, si tu veux changer de cap quand tu as le Queen Mary dans les pattes, ben, c'est pas une trottinette, quoi. Il faut 2 minutes. Et là, je pense qu'ils sont en train de faire des grandes manœuvres pour justement leur mettre dans la bonne direction. Est-ce que ça va fonctionner ? Moi, j'ai tendance à croire que oui, parce qu'il y a les compétences qui ont été mises à cet endroit-là. Oui, il est inexpérimenté, mais je pense que Ebet a pas mal de bonnes connexions. Un Reto Raffiner a fait ses preuves à Davos. C'est quand même quelqu'un qui a fait du bon boulot là-bas. Et puis après, ben, t'as l'envergure du CP Bern qui certes n'est plus aussi grande qu'auparavant, ou plutôt qui n'a pas bougé par rapport à avant, alors que les autres ont tous pris un peu plus d'envergure. Donc c'est beaucoup plus difficile sur le marché quand t'es Bern. Mais au bout du compte, si Bern redevient un tantinet soit peu plus compétitif, les joueurs ils vont revenir à Berne comme des mouches. C'est ça, en fait. C'est là tout l'impact que Berne a acquis avec les titres, avec l'historique. C'est que si maintenant, tu es peut-être plus enclin à aller ailleurs. Vermin, c'est un gars du coin, donc voilà, il a envie d'en revenir. Löffel, on sait qu'il avait envie de s'installer dans une certaine partie de la Suisse romande. Donc Berne, c'était aussi quelque chose de logique. Di Domenico, il a fait Langnau, Fribourg, Berne. On va dire qu'il a un triangle. On voit à peu près sa zone d'action en Suisse. Si ça se trouve, il a aussi une baraque ou un truc. Enfin, il est bien là où il est. Moi, ces 3 signatures, elles me plaisent bien. On a parlé de Jérémy Gerber. Alors, plus étonnant qu'un jeune ne signe pas un contrat là-bas. Mais peut-être aussi que Berne, on peut partir du principe que Berne se dit on a cru en lui, on n'a pas de place pour lui. Parce qu'avec Untersander, avec Kalle Anderson, avec Löffel et avec Enauer, on va dire qu'on a 4 défenseurs. Le top 4, il est bien, tranquille. Si Blum peut plus jouer, Blum avait quand même un bon salaire, ils peuvent mettre cet argent ailleurs. Ils peuvent engager, en tout cas 5 étrangers, ça c'est clair. Peut-être 6. Tu peux imaginer un défenseur étranger pour compléter. Bien sûr. Ça devient pas mal. Et puis après, devant, tu peux en mettre 5. Varone, ils vont pas le garder, ou en tout cas, il a qu'une année de contrat. Donc voilà. Reste Konaker, ils ont moyen de faire quelque chose. Kaoun, ils l'ont signé long terme, mais je pense qu'ils sont bien contents d'avoir signé long terme. Très bonne signature, Kaoun. Daugavins, je suis un peu plus perplexe, parce qu'il me semble qu'il a un poil en bout de course. Ouais, mais voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, Christian Thomas, c'est clair que la Légion étrangère, elle ne fait pas rêver à Berne. C'est un fait. Mais bon, avec Di Domenico, c'est déjà... Di Domenico, Kaoun, tu pars déjà pas mal, plus les défenseurs. Ouais, tu rajoutes Vermin, tu rajoutes Berchi. Exactement. Ouais, alors si en plus t'as encore Berchi, t'as toujours Chervet. Ouais, c'est intéressant, quoi, le contingent. Après, la question qu'il va falloir se poser à Berne, et je pense qu'il se la pose, c'est le gardien. Est-ce que Wüttrich peut être ton gardien numéro 1 à long terme ? On nous l'a fait croire, enfin on nous l'a fait croire dans le sens, c'est pas dire que c'était faux. On nous l'a dit. Il n'a pas toujours été brillant jusqu'à présent quand il a été devant le filet, mais ça reste un très très jeune gardien qui a une énorme marge de progression. Et si sa progression continue ces 2 prochaines saisons, ben, peut-être que tu as un bon jeune du cru devant le filet. Et on sait que Berne a toujours été un peu un club de dynastie au but. Et ces derniers temps, il n'y avait pas cette dynastie-là. On se rappelle d'Etosio, on se rappelle de Giannoni, on se rappelle de Burer. C'est des gardiens qui sont là sur le long terme. Et tu sais, tu as le meilleur gardien de Suisse devant le filet quasi tous les soirs. Ou l'un des meilleurs. Ouais. Là, c'est pas le cas depuis un moment. Donc ça commencera aussi par un bon premier gardien. Est-ce que la saison prochaine, Wüttrich est cette personne ? Ils ont prolongé Manzato. Exactement. Donc, il faut croire que oui. S'ils prolongent Manzato, ça veut dire qu'ils ont leur numéro 2 qui est là. Ils ne vont pas se dire on profite des 6 étrangers pour prendre un gardien pour épauler Wüttrich, puis selon les soirs, on l'aligne pas. Mais au pire, on sait qu'on a cette possibilité-là, si tout d'un coup, ça ne tourne pas forcément comme on veut, d'avoir cette licence pour un gardien étranger. Mais cette signature de Manzato, moi, elle me fait dire qu'ils croient vraiment en Wüttrich. Et je pense qu'ils n'ont pas tort, parce que ça reste un tout jeune gardien. Et il a 23 ans. On disait avant, Meyer était un peu vieux pour être amené en numéro 2 à Zurich. Pour le coup, Wüttrich, c'est sa 2e saison en tant que 1 ou un bis, on va dire, du côté de Berne.
on termine avec un bloc un peu spécial où on va parler de Fribourg, Bienne et Lausanne. On commence avec Fribourg, le leader, qui a un PDO sur les 9 derniers matchs de 105. Fribourg sait gagner des matchs, Fribourg a un bon gardien, Fribourg a, tu l'évoquais aussi pendant cet épisode, pourcentage au shoot très élevé. Forcément que pourcentage de gardien élevé, pourcentage de shoot élevé, ça donne un PDO élevé. Forcément. Et est-ce que c'est un peu en sur-régime? Possible. Parce que finalement, c'est quand on dit que Fribourg arrive toujours à trouver un moyen de gagner. On a un peu l'impression que c'est ça. Un soir, ça va être un super Béra, puis en même temps, de l'autre côté, tu arrives à en mettre un ou deux. Là, tu as le powerplay, tu as Motet qui vient mettre le 3-0, puis quand il y a le 3-1 qui tombe, finalement, bien n'arrive pas à gagner. Tu joues n'importe comment contre Ajoie au début, n'importe comment. Franchement, ce début de match, c'était n'importe quoi. Mais tu gagnes et tu montres la différence entre le leader et la lanterne rouge dès la mi-match. C'était fini. Fini. Il y avait plus, là, tout d'un coup, il y avait un écart violent. Mais au début, voilà. Mais finalement, ça fait 3 points. Donc, même dans la tourmente, c'est tellement beaucoup dire que... Même les soirs compliqués, t'as l'impression que... Tu peux quand même faire 1-2 points. Et c'est ça qui fait la différence et qui te permet de rester. Et finalement, d'avoir... 4 points d'avance sur Rapperswil avec des matchs en moins par rapport à Rapperswil. Donc finalement, c'est 6 points d'avance sur Zug si on regarde l'équipe la plus proche en points par match. Mais un match de plus. Donc virtuellement 3 sur Zug. Donc Fribourg est vraiment assez solidement accroché à sa première place. 105 buts marqués en 31 matchs. On parlait de l'efficacité fribourgeoise qui est la meilleure de la ligue. Bah, ça se voit parce qu'ils ne créent pas forcément beaucoup plus de shoot beaucoup plus de jeux, de volume de shoot offensif que les autres. Mais ils sont ultra, ultra efficaces. Et puis, ils vont pouvoir compter. Alors, il y a la blessure de Monroyer, on en parle. Après, et surtout le retour de Sprunger et de Fourer normalement pour ce week-end, pour les matchs de dimanche. Sprunger, ça fera du bien parce que Julien Sprunger, c'est un buteur. Ouais. Par contre, l'absence de Jörg. Ouais, Jörg, j'en ai parlé au tout début de l'épisode quand on parlait de l'équipe de Suisse. Il est absent, en tout cas jusqu'à la fin de l'année apparemment. C'est une commotion, hein. C'est probablement une commotion, ça me l'a pas été dit, mais je vois pas pourquoi c'est pas une commotion, quoi. Quand Disons on nous le dit pas en général. Hein. Ouais, puis quand on voit la charge de Mike Kunsley, ça s'est vraiment passé sous nos yeux. Et juste pour parler de Fribourg, on parlait de l'offensive qui est assez forte. Moi, je suis impressionné par la diversité de l'attaque. Parce que tu disais avant, Rapperswil, ils ont 4 joueurs à plus de... Fribourg en a 3. À plus de 10 buts, mais surtout Fribourg en a 3 à plus de 10 buts, donc c'est Motedido et puis Desharnais, 14, 11, 11. Mais après, il y en a pas mal à 9, 8. Hein. Après, c'est Marchand 9, Sprunger 8, Brodin 8, Walzer 8, Jörg 7, Schmidt 7, Rossi 6. Et c'est assez impressionnant de voir cette densité de joueurs. Et du coup, quand on dit qu'à Fribourg, ça peut venir tous les soirs de quelque part d'autre, bah ça c'est la preuve que toutes les lignes produisent du jeu et produisent de l'attaque. Motet a eu une période un petit peu plus difficile, c'est pas grave, t'as la 3e ligne qui était là à ce moment-là, et en fait c'est un peu à chacun son tour de prendre le poids sur ses épaules. Mais par contre, alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un pourcentage de buts marqués par les attaquants qui est assez phénoménal. Gigantesque. C'est par rapport aux défenseurs, là, il y a un écart qui est... Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose ? Tu me diras que les attaquants marquent des buts. Tu parlais de la palissade, on est en plein dedans. Mais des fois, on aimait bien l'apport que pouvait avoir un Gunderson, que peut avoir un Diaz. Et ça se fait un petit peu moins cette saison pour l'instant, mais ça pèse genre absolument pas l'histoire, en fait. Non, puis Gunderson, il a 19 passes décisives. Donc, il est présent offensivement. Même s'il est un peu moins buteur, il est toujours... Est-ce qu'il est tout autant passeur que la saison dernière ? Je suis en train de regarder ses chiffres, mais la saison passée, il a 36 passes en 51 matchs. Là, il est un tout petit peu en dedans aussi en termes de passes décisives, mais aussi parce qu'il y a Rafael Diaz. Il n'est pas là à être tout seul à devoir gérer l'attaque, comme c'était peut-être un petit peu le cas la saison dernière. Et puis, on a appris aussi que ça a été très vite, ça a été rumeur, puis après le nom, puis après confirmé par le club. C'était assez drôle de voir le cheminement de l'information. Juuso Vainio, le Finlandais défenseur défensif, signé pour 1 année à partir de la saison prochaine. C'est assez drôle qu'on ait déjà cette information-là maintenant, finalement. Bon, c'est pas plus mal. Au moins, comme ça, c'est fait.
c'est en tout cas, on pointait du doigt que certains défenseurs avaient peut-être de la peine à marquer. C'est pas Youssou Vaigno à qui on va demander de marquer des buts. Non. Par contre, typiquement dans une ligue à 5 étrangers, Ou un Fribourg à 5 étrangers, parce qu'il y a 5 ou 6, ils ont annoncé partir à 5. On verra si ça se confirme. et un défenseur défensif, c'est étonnant. C'est pas forcément, mais c'est typiquement la nouvelle normalité du hockey. Quand tu en as 5, de pouvoir justement mettre l'emphase sur un profil que tu n'aurais peut-être pas fait à 4, mais à 5, tu te dis, bon, ça me... Surtout quand tu as un Diaz qui tient ton deuxième powerplay, tu n'as pas besoin forcément d'un autre défenseur à vocation offensive. Il y a même Souter qui porte bien le puck, qui va vers l'avant. Donc, ce profil-là, c'est clairement ce que cherchait Fribourg. Et... Il remplace Camerzin, on peut dire un peu comme ça, ou bien pas forcément. Oui, bon, Camerzin il joue pas énormément, donc non, il apportera vraiment quelque chose en plus. Je pense vraiment que c'est un défenseur qui joue beaucoup de minutes. Je vais le prononcer à la française parce que sinon on s'en sort pas, mais avec Vexieux Lakers, si on veut la faire à la suédoise, on va pas s'en sortir. Mais il joue une vingtaine de minutes, entre 17 et 20 minutes tous les soirs. C'est un défenseur qui est droitier, et c'est ce qui a fait la différence, d'après ce que j'ai cru comprendre, en sa faveur, en plus de son profil. Je sais à la fin, il y avait 3 défenseurs à choix, et le fait qu'il soit droitier lui a fait emporter la mise, on va dire. Défenseur droitier, solide défensivement. Il rappelle Jonas Ullers, qui était à Fribourg-Gotteron durant 2 saisons. On rappelle défenseur norvégien qui ne faisait pas grand-chose offensivement, et c'est pas tout à fait vrai. Il avait quand même sa quinzaine de points. Mais il n'était pas là pour ça, c'est pas ce qu'on lui demandait à Fribourg. Et là, ça va être la même chose avec Youssou Vaigno. En termes de coût, il va forcément te coûter un petit peu moins cher qu'un Maxime Noro, même qu'un Ryan Gunderson, qui a ce rôle de défenseur offensif. Je pense que c'est pas du tout dans les mêmes tarifs. Et à mon avis, c'est pas une mauvaise pioche. On peut se poser la question, et je crois que Claude Lavanchy nous a posé la question, pourquoi une seule saison? Je me suis renseigné, il n'y a pas d'option dans son contrat. C'est toujours la même chose. Si ça se passe bien, on se dira c'était une bêtise de lui avoir donné qu'une seule saison, parce que derrière il faut le prolonger à peut-être potentiellement plus cher. Et à l'inverse, si ça se passe mal puis que tu lui as donné 3 ans ou 2, tu dis vraiment on est sûr de vouloir encore trimballer machin une année de plus. Donc c'est difficile, sachant que c'est sa première expérience en Suisse, c'est pas sa première expérience à l'étranger, vu qu'il est actuellement en Suède pour la 2e saison après avoir fait toute sa carrière en Finlande, dans son pays. Il ne connaît pas le championnat. Il y a un risque d'engager un gars qui ne connaît pas le championnat. Si on m'avait dit qu'il y avait une option pour une année supplémentaire pour le club, je me serais dit c'est bien vu. Peut-être c'était pas possible. Peut-être qu'ils vont proposer ça. Puis le joueur a dit vous êtes gentil, mais non quoi. Donc ça je l'entendrais. Bien sûr, dans l'idéal tu donnes 1+1 si tu peux, mais je pense que c'était pas possible. Non, moi je trouve que c'est franchement, on sait qu'au mois de novembre 2022, il y aura les questions de la prolongation, qu'est-ce que va faire Youssou Vaigno. On va regarder, et s'il n'est pas complètement débile, il va donner priorité au club s'il se sent bien et que ça joue bien, que Fribourg se dit on a fait une bonne pioche, on te propose une prolongation d'1 an, mais que se dit peut-être c'est bon. Puis si c'est pas le cas, puis qu'il veut faire monter les enchères puis aller dans un autre club, voilà. Mais surtout que c'est un profil qui est pas ultra rare. C'est ça. Alors je dis pas qu'il lui va être bon, et je dis pas que ça va être la réponse ça va pas être la bonne solution pour Fribourg. Peut-être qu'il est super et puis que c'est un excellent engagement. Mais si c'est pas le cas, ou s'il devient trop cher, un défenseur défensif solide venant de l'étranger, t'en trouves d'autres. Donc je pense que tu dois pas te mettre de pression en mettant des années supplémentaires sur ce genre de profil-là. À l'inverse, et on l'a critiqué au moment de la signature, mais sur le fond, moi j'entends que quand un club comme Lausanne signe Barberio pour 3 ans, si tu es convaincu de ton move, on ne l'était pas, mais j'entends que tu te dises, attention, s'il explose chez nous, au bout d'une année, on pourra peut-être plus le payer, ou il va devenir hors de prix. Ou il va devenir trop cher, simplement. Et donc, on prend un risque de lui mettre plus d'années parce que c'est un profil très rare. En l'occurrence, ça ne va pas fonctionner, mais je comprends le raisonnement là derrière, où je l'aurais compris pour un profil vraiment... le unicorn que tu cherches, c'est pas le cas là. Transition parfaite pour parler de Lausanne. Je pense que on peut revenir. On avait juste eu une info qui était tombée mercredi dernier qu'on n'avait pas pu traiter. C'était le test de Francis Paré. Après, s'il était sur la glace, ça nous aurait peut-être fait un peu plus, ça nous aurait un peu plus ennuyé.
Il se trouve que il est toujours en train de s'entraîner, donc ça reste que Test de 2 semaines, ouais. Voilà. J'avoue que le profil de ce test-là me surprend un peu. Vu l'âge, vu le truc. Mais faire venir des joueurs de KHL ou de Finlande parce qu'il n'y a pas de relégation, parce que les clubs largués se disaient qu'on va se décharger d'un salaire. Très très bien. Je l'entends et je trouve très, très juste. Mais alors j'aurais plutôt vu peut-être des profils de joueurs plus... avec plus d'impact finalement, parce que quand même le championnat de Suisse est assez intéressant. Là, je trouve l'impact de Francis Paré en KHL en ce moment, à son âge. Moi, on m'a immédiatement dit, mon habituel indique sur les pays de l'Est m'a tout de suite dit, il y a 4 ans, c'était un bon renfort. Et d'ailleurs, il avait été un bon renfort quand il était venu à Genève assez furtivement. Actuellement, c'est pas un bon renfort. Ça ne serait, parce qu'il n'a pas signé, ça ne serait pas un bon renfort pour cette équipe de Lausanne. Il est un petit peu sur la pente descendante, il a 34 ans. Il est bon aux engagements, je crois. Si j'ai un peu regardé ses stats, il me semble qu'il y a un aspect de son jeu qui peut être intéressant, c'est les face-off. Maintenant, est-ce que tu crames ta 7e licence pour un gars qui est bon au face-off ? Ça me semble un peu exagéré. Mais... Ouais, la saison passée avec Minsk, il fait 35 matchs, 10 points. Cette saison avec Homs, qui fait 16 matchs, 4 points. Je serais très très surpris que son essai soit transformé, pour faire une métaphore rugbystique qui fera plaisir à nos auditeurs jurassiens qui aiment le rugby, il y en a. Mais ceci mis à part, peut-être que ça va être une bonne surprise et qu'il est exactement ce dont a besoin le Lausanne HC. Peut-être. Moi, ça m'étonnerait, honnêtement. Mais... Il y a Gilles Gerber qui nous avait posé une question, c'était la semaine dernière. Nico Oyamaki, qui joue en KHL à Vitias Podolsk, j'avoue que je ne me rappelle plus exactement le nom du club en KHL, qui est quasiment dernier, comme il le souligne. Est-ce que ce serait une option pour le championnat de Suisse ? Et en tant que fan du LHC, lui, il l'imagine potentiellement à Lausanne. J'avoue que c'est typiquement le genre de joueur que... Si je devais regarder qui est éliminé, je me dirais, tiens, effectivement, vu que c'est un club russe, s'il était à Helsinki en tant que Finlandais, je me dis, non, il va sûrement rester, ça c'est moins gênant. Mais par contre, suivant où il est, de l'imaginer aller tenter sa chance, après, il peut aussi tenter sa chance en KHL dans un autre club qui est mieux loti. Mm-hmm. Et à ce moment-là, parce que c'est un joueur ça a l'air d'être un vrai buteur. Ailier buteur, effectivement. Il a une expérience en championnat du monde. Il gagne le titre avec la Finlande à Bratislava en 2019. T'y étais. J'y étais, effectivement. Moi, j'étais déjà rentré. Ouais. C'est pour ça que je dis que t'y étais. Oui, c'est clairement un nom. Moi, si on me dit qu'ils ont signé ce jour-là, ou qu'un club suisse a signé ce joueur-là, je me dis, ouais, effectivement, bonne pioche. Après, il faut toujours voir comment ça se passe. Le plus dur avec les joueurs qui sont sous contrat en KHL, ça va être de les libérer de là-bas et de s'assurer que tout va être payé jusqu'à la dernière rouble avant de pouvoir se libérer. Et c'est pas toujours simple, disons, de résilier un contrat en KHL. Le russe, c'est roublard, c'est ça que c'est. La bonne blague. Non, mais c'est vrai que c'est souvent un souci. Et on voyait, des fois, on se demandait, on se disait, mais ça a été annoncé, le jeu n'est toujours pas là. Oui, mais alors, s'il vous plaît, annoncez pas trop tôt, parce que on est en train d'essayer de négocier pour être sûr qu'il va avoir son pognon avant de partir, en gros. Exactement. Donc, je pense que c'est plus simple d'aller regarder dans les tréfonds de la Liga finlandaise, où justement là c'est peut-être un tout petit peu plus aisé de sortir les joueurs de leur contrat, et là aussi il n'y a pas de relégation comme en KHL, donc puis il touche moins d'argent aussi, je pense. Oui, alors il touche déjà moins d'argent, et c'est peut-être un peu plus aisé d'aller voir là, mais oui, Oyamaki, ça peut forcément être un joueur de en tout cas statistiquement, hein, voilà. Des fois c'est pas évident, parce que moi je l'ai pas vu jouer à part une fois ou l'autre avec la Finlande, un championnat du monde, mais jamais je vais m'attarder sur lui puis me dire j'ai vraiment envie de scouter ce gars puis de voir ce qu'il vaut. Non. Surtout qu'en plus il y avait ce match-là, il y avait Rayala, il y avait Lindbaum, donc l'aspect suisse était un petit peu plus porté sur ces joueurs-là que Exactement. Sur Oyamaki. On finit avec Bienne et la prolongation de Tormeinen jusqu'en 2024, prolongé 2 ans.
c'est un peu, je sais pas comment dire, le darling. C'est un peu l'entraîneur chéri finalement de ce qu'il a réussi à faire à Bienne. Même si en ce moment, et on l'avait mentionné, hein, ce trou de novembre que nous avait relevé Jean-Philippe Ritz, qui est réel, et maintenant on est au mois de décembre et le trou s'agrandit sur la ligne Vienne-Genève. Non, c'est la ligne Lausanne-Genève où il y a le trou, mais c'est... Ouais, ça me semble tellement logique finalement. Vu l'impact qu'il a sur le jeu, sur l'environnement, il colle bien avec la stratégie mise en place par Bienne. J'ai l'impression que... Moi, ce que j'aime beaucoup, et je l'ai déjà dit dans le live d'Epocaliste, donc désolé pour ceux qui ont écouté le live d'Epocaliste du jeudi, parce que c'est tombé jeudi juste avant qu'on enregistre. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette annonce, c'est le timing de cette annonce. Quand ça va pas bien, justement. C'est qu'elle soit faite à un moment un tout petit peu délicat, où tu es en train de te dire... tu peux utiliser un branlé aux manches avant. C'est un peu le cas ici. T'alignes un petit peu les défaites. Tu as plus de défaites que de victoires en ce moment. Il y a même des séries un tout petit peu négatives. Puis à ce moment-là, tu dis, en fait, notre entraîneur, on lui donne 2 années de contrat supplémentaire. Et voilà, il était en fin de contrat. Donc déjà, maintenant, vous arrêtez. Vous ne commencez pas à imaginer poser des questions autour de Termenen. Non, c'est fini. Et au contraire, on montre qu'on a vraiment confiance en lui et que c'est avec lui qu'on va continuer. Donc aussi à l'intérieur du vestiaire, et même si je suis convaincu que c'est pas un problème, ça va pas le devenir non plus. À aucun moment dans le vestiaire, on va commencer à grenouiller en disant ouh, commence à être un petit peu, ça commence à pas aller. Non, c'est lui notre homme pour les 2 saisons à venir et aussi pour les 6 mois à venir. On va pas changer. Et n'essayez même pas d'y penser. Et j'aime vraiment bien ce timing-là. Et moi, je te dirais aussi que le fait d'avoir été là quand il a passé je pense la période la plus compliquée de sa vie avec ce cancer, et d'avoir été présent finalement, que le club a géré ça de main de maître. Parce que c'est pas forcément évident d'avoir ça. Peut-être qu'il y a un lien qui s'est créé aussi et que c'était finalement tellement logique que Termenen n'avait même pas envie, même s'il était courtisé ailleurs, de partir de Bienne, parce qu'il a un effectif qui est tout à fait apte à aller loin en championnat. Et puis, il a une confiance qui s'est créée, des liens qui vont presque au-delà du sport finalement, et du lien d'entraîneur avec le club de Bienne. Bon, courage, c'est bientôt terminé cette pause de l'équipe nationale interminable. Nous, on arrive au bout de cet épisode 15 de la saison 4 de Cold Facts. D'ici dimanche et le retour de la National League, enfin, profitez des nouveaux transferts dans Hockey Manager qui arrivent tout soudain. On trépigne. Mais quand même, gardez-en un ou deux sous le coude, on ne sait jamais ce qui peut se passer ces prochains temps. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On en a eu quelques-unes cette semaine. Ça nous rend aussi un peu service de temps en temps quand l'actualité est moindre pour avoir des sujets de discussion. Donc merci à vous. Et continuez de vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur SoundCloud, etc., sur Apple Podcast. J'en profite pour dire que j'ai une newsletter au cas où pour ceux qui ne sont pas abonnés tous les jeudis matins à 7h. Pour vous y abonner, c'est sur le site de Blick. Et d'ici la semaine prochaine, profitez bien des matchs et à bientôt. À bientôt.